Sur FLP Radio, on retrouve Star & Son Magazine, le magazine People de la Côte d'Azur. Fred Mastro, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Star & Son Magazine et FLP Radio. Bonjour Fred. Bonjour Fabrice. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc, tu es un expert international en self-défense. Tu es spécialiste du combat au couteau ou de toute arme improvisée depuis plus de 20 ans. Tu es formateur, un très grand formateur qui est réputé dans le monde entier, aussi bien en self-défense civile, en self-défense, sécurité privée, police, militaire, ainsi qu'en service de protection rapprochée. Et tu es également chorégraphe de scènes de combat, cinéma et régleur cascade. Alors Fred, tout d'abord, en tant que créateur et fondateur du MDS, tu as créé ton propre système de défense qui est désormais reconnu par les plus grands et enseigné mondialement. Sachant que ce MDS n'est ni un art martial ni un sport de combat, peux-tu nous dire ce que c'est réellement et à qui s'adresse-t-il ? Oui, absolument. Donc j'ai étudié les différents arts martiaux étant jeune, tout ce qui est arts martiaux traditionnels. Et puis, heureusement, malheureusement, j'ai évolué, j'ai une jeunesse un peu tourmentée, où là, j'ai eu droit à quelques confrontations, à beaucoup de confrontations dans différents domaines. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus brouillon à l'extérieur. Et je ne retrouvais pas ce dont je voyais quand ça se passait en extérieur. Puis j'ai évolué un peu plus de 22 ans dans le monde de la nuit, de la sécurité, à savoir en Belgique, où nous sommes tout près de la Hollande, donc avec toutes les drogues qui vont avec. Et là, je me suis rendu compte que l'art martial traditionnel ne répondait plus aux attentes de la nouvelle violence urbaine. Donc à l'heure actuelle, il faut vraiment travailler. Je travaille beaucoup plus la tactique que la technique. Les arts martiaux ont été créés il y a des siècles pour la violence il y a des siècles. Je pense que malheureusement la violence a évolué, pas dans le bon sens, et j'ai simplement voulu m'adapter et m'ouvrir, puisque on pense toujours qu'on est le plus fort avec ses élèves, qu'on est le plus fort dans son style, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans d'autres styles, d'aller voir ceux qui font et essayer d'adapter pour chaque personne. Ça c'est très important. Les gens mélangent le volet arts martiaux, philosophie, respect, que je respecte énormément, et j'aimerais pouvoir donner des cours à Disneyland un de ces jours, mais pour le moment, Disneyland, c'est pas la réalité du terrain. Donc j'ai simplement voulu adapter tout ça en prenant le meilleur de chaque style et de pouvoir répondre aux gens. Pas prendre le meilleur de chaque style pour moi être plus fort, c'est pour pouvoir adapter mes techniques à monsieur et madame tout le monde pour des agressions et de la violence urbaine actuelle. Comme j'aime expliquer à chaque fois, les gens ne comprennent pas, c'est que dans la rue, les champions de taekwondo, les champions de karaté ou de boxe ou de MMA n'agressent pas les gens. En général, ils ont une certaine philosophie. Donc dans la rue, ce sont des petits voyous qui savent un peu pratiquer, mais c'est quasiment jamais des champions. Mais de là, il fallait travailler toutes les disciplines. Moi je dis, si vous voulez travailler la vitesse et la fluidité et l'explosivité, le penchaxilat est un très bon outil. Moi j'appelle ça des outils de travail. Comme le boxeur qui va à la piscine, c'est un outil de travail. Je pense pas qu'il nage quand il est sur un ring. Le gars qui fait du MMA, il fait du crossfit, mais je pense pas que quand il est dans une cage, il court autour de la cage. Les gens ne comprennent pas ce sont des outils de travail. En revenant sur le MMA, aux États-Unis, en l'UFC, tous les plus grands champions travaillent le quali. Le combat au bâton, le combat au couteau pour acquérir une certaine fluidité. Brandon Vera, les frères Diaz, Georges Saint-Pierre, tous. Et eux sont ouverts à tous ces styles. Ça, c'est super important. C'est utiliser la bonne technique au bon moment. Mais pour ça, il faut goûter à tous les styles. Donc, à la différence des autres, apprendre le plus fort. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon sac à dos et j'ai été faire le tour du monde. J'ai donné, j'ai ramassé, j'ai gagné, j'ai perdu. Et moi, quand je perds, c'est que pour moi, c'est une épreuve de vie et c'est toujours aller plus loin et toujours m'améliorer. Maintenant, ceux qui gagnent, un jour ou l'autre, ils tombent, et comme ils n'ont pas conscience de la défaite, quand ils tombent, ils ont besoin de faire une dépression et d'attendre 6 mois avant de recombattre, quoi.
Moi, je veux donner aux gens, c'est de devenir guerrier. Malheureusement, la violence est là. Bien sûr, il faut penser à la prévention. Bien sûr, je prône la paix. Je prône tout ça. Il y a tout un aspect prévention. Mais malheureusement, quand l'agression est là, là, il est trop tard. Et là, le respect, la philosophie, tout ça, malheureusement, n'existe pas. J'ai vécu beaucoup de situations en boîte de nuit, beaucoup de situations au couteau, au bâton. C'est la même chose quand on parle du couteau. Bien sûr que la meilleure technique est la fuite. Mais encore une fois, comme j'explique, il y a des moments donnés où on ne sait pas faire autrement. Et là, il faut pouvoir faire face avec certains éléments, certains attributs, certains outils, déjà d'être conscient. Et le fait qu'on soit conscient des choses, on peut mieux les appréhender. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'avant, que font les boxeurs, que font les gens du MMA, les karatékas, mais ils regardent les combats de leur adversaire avant, pour analyser, pour pouvoir adapter. Dans la rue, on n'a pas cette chance-là. Donc, et dans la rue, encore une fois, un enchaînement, celui qui vous agresse, il vient pas vous agresser avec gauche-droite, kick, clinch, amené au sol, passer en montée, du gatame, 2 coups de pied sautés, retourner. Tout à fait, ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà, l'agression, elle est toujours violente, elle est toujours par surprise. Après, bien souvent, on me parle du cadre légal. Bien sûr, on parle du cadre légal quand vous avez une fonction de protection. Quand moi je suis avec un client en protection rapprochée, il n'y a rien à faire. Je devrais être le plus propre possible. Et puis j'aime à dire, quand je suis avec ma femme et mes enfants, je serai en survie. Et je ne serai absolument pas dans le respect, l'harmonie et la philosophie. Mon but, ça sera de rentrer chez moi le plus vite possible, peu importe les dégâts occasionnés. Voilà, en tant que maître, soi-disant, parce que je n'aime pas ce titre-là, mais bon, j'ai 1m85 quand même. Mais, voilà, il faut bien distinguer. La violence, c'est comme les dames aussi. Voilà, quand une dame, tu peux faire tous les sports que tu veux. Quand tu es en jupe au Festival de Cannes où on s'est rencontrés en haut talon, je voudrais bien voir quelles techniques seront applicables. Quand tu es en train de faire des courses avec tes enfants au supermarché, je voudrais bien voir quelle technique sera applicable. Technique martiale, je parle. Ouais. Sans avoir, bien sûr, un bagage. Voilà, la personne qui a 10 ans, 15 ans de karaté, de judo, il faut respecter tous les styles. J'aime à dire aussi, chez moi, j'ai la chance d'avoir... Moi, je veux vraiment créer une famille. C'est pour ça que j'ai enlevé le mot penchak, j'ai enlevé le mot tout ça. Système de défense. Il n'y a pas combat, il n'y a pas fight system, il n'y a rien de tout ça. C'est juste de la défense. Et voilà, à l'heure actuelle, en prévention, il y a moyen d'éviter 50-60% des attaques uniquement par la prévention. Et moi, je l'ai vécu, je le vis encore à l'heure actuelle. Sont toutes des petites choses à voir dans la vie. Une fois qu'on a dépassé ce cap-là, après il y a le cap de savoir pourquoi l'endroit. Est-on agressé pour soi? Est-on agressé pour son portefeuille? Bien entendu, on vous demande un portefeuille avec un couteau, il faut le donner, le portefeuille. Ne soyons pas utopistes à vouloir s'inventer certaines techniques. Mais parfois, ça sera la survie. Moi, j'aime à dire, j'ai le papa d'un ami qui est décédé parce qu'il a pris un coup de couteau devant le banc contact pour 25 €. Et là, voilà, 25 €, on est dans une technique de survie. Et le gars en face, c'était pas un expert de couteau. C'est le gars, il a eu peur et il l'a planté. Sauf qu'il l'a planté à un endroit vital. Et ce premier coup de couteau, il est possible de l'éviter si on a la chance de voir la lame, que ce soit bien clair. Si on a la chance de voir la lame, il y a une possibilité de l'éviter, d'esquiver ou de se positionner pour être bien. Et de là, j'ai fait le même travail avec le sol, tout ce qui est combat au sol, tout ce qui est MMA, tout ce qui est jiu-jitsu brésilien. Voilà, je suis un grand fan de lutte, voilà. Je travaille de tout. Chez vous, vous avez la chance en plus d'avoir des grands champions, Monsieur Pina, la famille Méloul, voilà, on a un grand bonjour, sont des grands champions, et bien sûr que ces gens-là pourront faire face à 99% des situations. Maintenant, est-ce que les élèves seront prêts? Voilà, quel est le message qu'on transmet? Et moi, j'ai simplement voulu chercher cette voie de la self-défense privée, avec toute l'expérience et le bagage que j'ai eu, mais sans dénigrer les autres styles, sans manquer de respect aux autres styles. Et puis, on continue d'avancer, et puis le résultat, il est là. J'ai eu la chance d'ouvrir une 40aine d'écoles un peu partout à travers le monde. J'ai des élèves de toutes les disciplines dans mes stages, toutes les disciplines confondues. Voilà, c'est de passer un bon moment ensemble, sans se prendre la tête, enlever l'ego de chacun et juste essayer d'évoluer, d'apprendre, comme moi j'apprends aussi, quand je vois un autre style, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, donc au niveau de la Côte d'Azur, est-ce que tu as un représentant MDS? Ah, absolument, quelqu'un qui me tient à cœur, qui est avec moi depuis un peu plus de 20 ans, c'est Bilal Seibi, c'est MDS Nice, il me représente maintenant, qui est un des meilleurs instructeurs au monde MDS. Donc vous avez la chance d'avoir un des meilleurs instructeurs au monde MDS chez vous, dans votre région, mon frère Bilal. Donc voilà, je vous invite à y aller. Et après on a nos frères aussi à Cannes,
Monsieur Franck Bacchetti du Penchak à Cannes, bien sûr. Et puis, on avance vers Martigues aussi, je suis Pascal Martinez. Mais surtout, dans votre région, n'hésitez pas à aller voir mon frère d'armes depuis toutes ces années, Bilal MDS Nice. Ah bah super, bah écoute, c'est noté. On ne manquera pas d'aller jeter un œil dans ces salles et du coup de s'entraîner avec eux. Je voulais juste revenir sur un tout petit point que j'ai tout à l'heure. Oui. Au niveau de l'art martial, quand je parlais de vitesse, explosivité, ben, le Penchak Silat est un très bon outil. Si maintenant on veut travailler la stratégie et la tactique, le Krav Maga est beaucoup plus adapté parce qu'il y a eu toutes ces guerres entre le Penchak et le Krav Maga et tout ça il y a toutes ces années. Chacun veut être le meilleur dans sa discipline. Et là, je me suis rendu compte surtout que les gens du Krav Maga étaient les plus ouverts et les plus intelligents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est prouvé. Dans mes stages, je donne des stages dans le monde entier. J'ai une centaine de personnes à chaque stage. Je donne une trentaine de stages par an. Le moins d'élèves que j'ai dans la discipline, c'est des gens du Penchak Silat. Donc, voilà, ma discipline de prédilection. Quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont l'arme absolue, la redoutable efficacité absolue dans leur club avec leurs élèves, bien sûr. Et ces gens-là n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. Et il y avait beaucoup de critiques sur le Krav Maga. J'en faisais partie il y a 20 ans, et puis je me suis rendu compte que c'est les gens qui veulent plus évoluer parce qu'ils sont ouverts à toutes les disciplines. Là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir donner cours à des champions du UFC aussi, mais bien sûr, je ne leur apprends pas à les combattre dans une cage. Mais quand il y a certains éléments, certains outils, certaines tactiques. Et puis, si vous voulez travailler de la boxe, il faut travailler avec un prof de boxe, pas avec votre élève. Si vous travaillez du karaté, il faut un prof de karaté. On dénigre aussi ces arts, ces arts martiaux, ces anciens arts martiaux, j'appelle ça. Mais comme je dis toujours, c'est un bon karatéka devant toi ou un bon gars du taekwondo, tu as intérêt à bien connaître ton boulot si t'as pas envie de passer un sale quart d'heure. Et ça, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris parce qu'ils veulent rester dans la complaisance de leur sport, quoi. Et toi, du coup, en tant qu'expert, est-ce que tu as constaté peut-être que le taux d'agression, il a augmenté ou peut-être que maintenant les agressions, elles sont moins prévisibles qu'avant et de ce fait, du coup, elles sont plus dangereuses? Les deux, parce qu'il faut savoir que c'est pas comptabilisé, c'est pas nécessairement dans les journaux. Toutes les agressions du quotidien, c'est celles-là les plus embêtantes, les plus dangereuses, qui dérangent les gens, toutes les vieilles dames qui sont agressées, tous les viols, combien de viols il y a par jour. Donc là, par contre, si on parle de ces dames-là, moi, je leur apprends à sauver leur vie. Je leur apprends pas à combattre, je leur apprends pas à combattre le viol. Je leur apprends à arracher les yeux et lui mordre la carotide jusqu'à quand le gars ne respire plus. Voilà. Parce que là, on est sur un viol et j'estime que sur un viol, il y a aucune discussion pour moi. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Bien sûr, il faut rester dans un cadre légal, mais à ce niveau-là, moi j'ai ma fille, elle a 15 ans, moi je veux juste qu'elle rentre à la maison. Peu importe comment, moi je veux juste qu'elle rentre à la maison. Et pour rentrer à la maison, elle doit avoir la partie martiale, mais elle doit avoir aussi la partie stratégie. Et ça, c'est super important. Après, on vit dans ce monde-là, les agressions, la drogue aussi, malheureusement les gens, la violence urbaine actuelle. Je dis toujours, les gens se promènent à 16h l'après-midi, aussi bien chez vous à Nice. Ça fait, plus de 20 ans que je viens chez vous plusieurs fois par an. Je pense que le soir à minuit, c'est pas plus sécurisé que Paris, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Vous voyez ? Maintenant, il y a 20 ans, je me souviens qu'on pouvait aller se promener dans n'importe quelle rue à Nice, on allait partout, c'était bon enfant, quoi. Et là, je pense que ça a évolué. Pour moi, il y a un problème de justice aussi. Donc, là, on va rentrer dans un autre cadre, un autre débat. Il y a toujours aussi un problème de justice. J'ai dit, le policier qui met une gifle à un voyou, il va avoir tous les ennuis du monde ou le garde du corps. Mais le voyou qui agresse une vieille dame, il n'est pas nécessairement fort embêté, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Moi, je pense que la justice y est pour beaucoup. La justice y est pour beaucoup. Donc, en fait, toi, ta méthode, le but de ta méthode, donc, c'est d'être le plus réactif et le plus opérationnel possible en situation réelle. Et là, en ce moment, comment tu fais avec toutes ces normes, malheureusement, sanitaires, comment tu fais pour travailler actuellement ton système de défense? Me concernant, malheureusement, c'est l'arrêt total. Tout simplement, puisque tous les contacts sont interdits, tous les entraînements, les voyages, moi je suis dédié à ça. J'adapte aussi aux unités. Le policier, il a besoin de telle finalité, les gardes du corps ont besoin d'une autre finalité, les forces spéciales ont besoin d'une autre finalité. J'ai déjà donné cours à des forces spéciales qui m'ont demandé comment exterminer l'adversaire en face, parce qu'ils étaient dans certains pays où ils étaient au combat au corps à corps. Et eux, le but, c'était de neutraliser l'adversaire en phase 2.
Le policier va me demander de faire un contrôle d'individu. Mais tout ça ne peut se faire uniquement que sur le terrain. Et là, virtuellement, malheureusement, c'est pas possible de s'entraîner. Oui, faire des shadows, faire des katas, mais je pense que même les gens qui font de la compétition en karaté, en taekwondo, c'est bon de faire des katas une semaine ou deux, mais 3-4 mois, c'est un peu long, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Besoin de ce contact. J'avais la chance qu'en novembre et décembre, j'étais absolument réticent en formation en ligne, il y a encore quelques mois. Et puis, je me dis, maintenant, tout le monde en fait, donc j'ai fait une série qui s'appelle le Master Online. C'est toute une série de vidéos où j'ai voulu donner le meilleur de moi-même. Il n'y a aucune retenue, j'aurais pu garder des techniques pour après. Voilà, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour avoir un premier plan pour les gens. Mais encore une fois, comme toute formation, c'est un support technique, parce que les gens critiquent. Combien de femmes vont regarder des recettes sur Internet? C'est pas pour ça qu'elles vont à Top Chef, hein. Mais voilà, c'est un support technique, et ça, c'est ce que les gens, voilà. C'est clair que ni avec mes vidéos, ni avec d'autres vidéos, vous deviendrez quelqu'un d'efficace. C'est un complément. C'est un complément. C'est un complément, absolument, c'est un complément. Et voilà, donc c'est le seul rentrée que j'ai pour le moment. Moi, à mon niveau, tout est stoppé. 5 mois, 6 mois, mars, avril, mai, juin, juillet. J'espère reprendre en septembre. Donc voilà, je me suis permis, ça m'a permis de retrouver ma famille, puisque ça fait 3 ans que je suis en tournée, je voyage énormément, tous les week-ends, je suis 2-3 jours semaine à la maison depuis 3 ans. Donc moi, me concernant, le confinement aura permis de me rapprocher, de retrouver un peu ma famille, mes enfants, donc c'est un bien pour un mal à ce niveau-là, quoi. Ça t'a permis de retrouver les valeurs familiales et vraiment ce qui est important, quoi, au final. Oui, mais moi, je mets un point d'honneur à ça, hein. J'ai une voiture normale, j'ai une maison normale, même si moi, je suis pas très normal, mais j'essaie d'avoir des choses normales autour de moi. Voilà, j'ai une vieille fermette, voilà, j'aime rentrer à la maison et retrouver la réalité, parce que la réalité, c'est celle-là, quoi. Après, j'ai la chance de voyager dans les avions, d'avoir les 5 étoiles avec les VIP, avec les stars, avec Jean-Claude. C'est important de garder les pieds sur terre, quoi. Bien sûr, parce que la vraie vie, c'est pas ça. Quand moi je vais à des stages, ça me semble fou quand les gens disent que je suis sympa parce que je dis bonjour. Ça me semble fou. Voilà, j'arrive à un stage, bien sûr, je dis bonjour aux gens. Ça s'appelle de l'éducation, ça n'a rien à voir avec les arts martiaux. Après, moi j'aime bien déconner, j'aime bien rire dans mes stages, j'aime bien mettre une bonne ambiance pour que les gens me mettent au défi. Au défi, on s'entend bien, au défi gentil, hein, même me posent des questions. Bien souvent, vous avez des maîtres de stage qui arrivent dans les stages, qui sont fermés, qui sont froids. On a l'impression qu'ils viennent de sortir d'une caverne, voilà. Mais c'est pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ont peur. En mettant cette distance, personne ne leur pose de questions. Et eux, ils font leur stage tranquille, et puis ils rentrent à la maison. Moi, j'aime bien mettre les gens à l'aise, comme ça, ils me posent des questions. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça, je ne le sens pas. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer et d'échanger. Et vraiment justement, dans le partage et dans l'échange. Et justement, on peut te retrouver où prochainement? Donc bientôt, bien sûr, après ces mesures sanitaires, mais où est-ce qu'on pourra te retrouver? Et du coup, tes prochains stages, ça sera où? Absolument. Ici, le prochain projet, ça sera fin juillet. Là, c'est un gros film avec Jean-Claude. Donc là, je vais m'occuper de 2 gros films avec lui, chorégraphier un nouveau film. Je ne peux pas en dire plus, bien entendu. Mais ça, c'est fin juillet, début août, donc une grosse production. Et une deuxième grosse production où là, j'aurai un rôle important avec lui. Donc ça nous permettra de nous amuser un petit peu dans le non réel, où là, je vais apporter la réalité dans la fiction. C'est très important. Et puis je reprends en septembre, parce que là ma tournée a été annulée. Donc septembre, voilà, mon planning est booké, je suis booké pour 1 an. Hein, donc j'avais 1 an et demi qui était booké. Donc là maintenant, il me reste 1 an. 2e week-end de septembre, je suis en Allemagne. 3e week-end de septembre, je suis en Pologne. Dernier week-end de septembre, je suis au port spécial en Tchécoslovaquie. Premier week-end de novembre, je vais me retrouver le 4 novembre à Reims. J'ai mon ami Eric du MDS à Reims. Ensuite, je repars à Los Angeles, le 11 octobre, là, ça sera Los Angeles. Le 17 ou 18 octobre, là, je serai en Alsace. Le 26-27 octobre, je serai en Slovaquie. Puis je reviens à Cannes chez vous mi-novembre aussi. Là, j'ai bloqué un stage à Cannes. D'accord. Et début novembre, je suis à Paris aussi, à la Fédération française de protection rapprochée. Là, je donne un stage chaque année. Donc là, voilà, je suis booké toute l'année. Et puis là, maintenant, j'attaque le marché asiatique.
Donc là, je suis demandé pour aller en stage maintenant. Je vais faire Hong Kong, Singapour. Voilà. L'aventure continue, comme je dis. L'aventure Tout à fait. continue. Tout à fait. Il y aura une belle parenthèse. Voilà, ça va nous permettre de rebondir. Est-ce que ta méthode, tu la conseilles aux enfants? Est-ce qu'elle peut être adaptée aussi aux enfants ou c'est vraiment, ça concerne plus un public adulte? Non. D'ailleurs, l'année prochaine, je suis en train d'envisager, je suis en train de créer un programme pour les enfants où là, justement, je vais mélanger de la boxe, du karaté, les coups de pied de taekwondo qui sont super efficaces. Voilà, je vais un peu avec des jeux ludiques. Je fais ça avec des professionnels, hein, un instructeur de chez moi qui est kinésithérapeute avec des jeux. Mais c'est de leur apprendre un petit peu les fonctions, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les préventions, voilà, quand vous êtes dans tel endroit, attention aux gens qui vous approchent, les choses classiques qu'on dit à un enfant comme tout parent, mais on le dit 2 fois par an à son enfant. Maintenant, il faut que ce soit récurrent. Et je conseille aux enfants, parce que là, on ne parle pas de technique, vous voyez, on n'est pas là pour fracasser des têtes. 50%, c'est de la prévention. Et ça, c'est super important. J'allais dire quand je fais des cours pour les enfants, mais je leur conseille de crier au feu et pas au secours. Vous voyez, ce genre de choses. Parce que si tu es avec ta femme et que tu entends au secours, il va avoir une réticence, il va avoir une peur et on va s'éloigner du danger. Quand on crie au feu, qui que ce soit va aller vers le feu pour regarder ce qui se passe. C'est malheureusement la nature humaine. Ouais. Et donc ça peut permettre de prendre des renseignements, ça peut permettre à quelques témoins de voir une voiture partir. Voilà, parce que comment apprendre à un enfant à se dégager d'une saisie d'un adulte? Soyons réalistes, c'est pas très évident. Ouais. Donc il y a des choses à faire comme une femme. Je suis bien conscient qu'une femme face à un gars qui fait du MMA à 220 kilos, elle n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Par contre, même avec 20 ans de MMA et 20 ans de bodybuilding et de stéroïdes, la gorge, les yeux, les génitales, je pense pas qu'ils seront plus solides que les nôtres. Donc moi, je vais me baser sur se frapper à ces endroits-là pour essayer de créer une distance ou de stopper l'attaque pour fuir. Ça, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Maintenant, si vous voulez faire du combat, il faut faire de la boxe ou du MMA, du combat. Maintenant, je dis chez moi, j'ai des avocats, j'ai différents corps de métier. Je pense pas que l'avocat il va aller travailler avec le nez cassé ou les 2 yeux au beurre noir le lendemain. Donc c'est simplement un choix de vie, c'est un choix de vie. Et moi, j'ai voulu vraiment me focaliser dans ce domaine-là pour aider les gens. Je suis voué à ça, vouloir aider les gens, surtout prendre conscience qu'on n'est pas les plus forts, qu'on n'est pas les meilleurs. Et c'est ce qui me permet maintenant de marcher dans tous mes stages. Moi, c'est un événement. Mes stages sont des événements. On est tous là ensemble. Il y a tous les profs des autres disciplines. Je viens me présenter tous les autres profs. Et surtout, je leur demande de critiquer ce que je fais. Vous voyez, je suis ouvert. Et voilà, si un truc ne marche pas ou vous le sentez pas, on en discute. Pourquoi? Parce que j'ai pas la science infuse, quoi. Donc, c'est en bossant ensemble qu'on avance. Et ça, je me rends compte que cette valeur des arts martiaux est complètement partie depuis des années, quoi. Donc en fait, on peut dire que tu as, concrètement, on va le dire, tu as révolutionné le combat réel grâce à ton approche qui est donc issue de la rue et tu as expérimenté en plus le tout sur le terrain, donc du coup tu as expérimenté tes propres méthodes. Quel conseil tu as du coup voilà, donc tu as tout expérimenté, donc quel conseil tu donnes à tes élèves pour progresser? À quel niveau? L'humain est important aussi. Moi, chez moi, j'essaie qu'ils soient conscients, comme dans tous les clubs. Si tu te fais agresser et que tu te défends, même si tu as des ennuis, je serai là pour te soutenir. Si tu vas agresser quelqu'un parce que tu te sens le plus fort, le problème, c'est que comme je suis pas encore un maître, on pourra avoir une discussion après en privé, quoi. C'est de leur apprendre à devenir ouvert, c'est de leur apprendre à faire attention. Moi, mes élèves, ils vont faire de la boxe, ils vont faire du jiu-jitsu, ils vont faire du sol. Je les invite et je les incite. Ça, c'est très important. D'ailleurs, dans mes formations instructeurs, il y a du sol, il y a de la lutte et il y a de la boxe anglaise qui sont données par des champions. Il n'y a pas de quelqu'un qui ne sait pas boxer. Ça, c'est important aussi. Donc, moi, je leur dis, faites quelque chose aussi. C'est tellement important aussi pour le bien-être. Le sport, c'est la vie. J'ai eu malheureusement une adolescence un peu turbulente, voire très turbulente. Et c'est le sport qui m'a sauvé, comme beaucoup de gens. Et le sport, c'est la vie. Donc, il vaut mieux faire quelque chose que de regarder l'UFC le samedi soir avec des chips et du Coca-Cola et dire que le combattant qui est champion depuis 5 ans est un mytho et qui ne sait pas se battre. Et du coup, à partir de quel moment, toi, tu t'es dit, ça, c'est ma vie, c'est vraiment ce que je veux faire? Comment, du coup, tu as débuté concrètement ta carrière professionnelle?
À ce niveau-là, j'ai subi quelques altercations. J'ai vécu des altercations, j'ai vu des agressions. Une des choses qui m'a marqué, c'est un jour où j'ai 17-18 ans, je suis avec ma mobilette et au détour d'un carrefour, je vois une vieille dame par terre qui est en train de tenir son sac et je vois un gars qui lui met un pénalty en pleine tête. Et ça t'a marqué à vie, quoi. Oui, mais lui a été marqué à vie aussi. Donc voilà, j'ai pas su ne rien faire, quoi. J'ai pas su ne rien faire, et ça aussi, c'est que si les gens aussi bougent, quand j'entends que dans des trains, il y a des filles qui se font violer dans des trains où il y a 20 personnes, c'est inconcevable pour moi. Je dis pas d'aller te mettre devant un couteau, devant une arme à feu ou devant un fusil d'assaut. Mais quand je vois genre, le nombre d'agressions qu'on voit dans les rues, ça se voit tous les jours, les gens ne bougent pas, les gens ne font rien. Quand le fait d'aller à 3-4, je dis pas qu'il faut faire Rambo. Mais si vous êtes à 2-3 et que vous allez calmer la situation, mais qu'est-ce qui est mieux que 2-3 gars se battent avec d'autres gars ou laisser une jeune fille se faire lyncher ou un gars se faire tabasser par terre à coups de pied? C'est un choix de vie, et ça m'a donné un déclic en me disant, voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Les arts martiaux ne répondent plus, entre guillemets, que ce soit bien clair, les arts martiaux, sauf si vous avez un haut niveau gradé ou si vous avez de l'expérience de combat ou de compétition. Et je voulais vraiment essayer de trouver des choses, qui puissent aider les gens tout de suite. Maintenant, il n'y a pas de miracle, il faut s'entraîner, mais simplement sur des attaques surprises, sur des choses surprises. Nous, on est dans la salle et puis je demande à un des gars de se balader et de frapper n'importe qui, n'importe comment. C'est ça la réalité, non? C'est pas de se mettre devant et dire je te mène gauche, je te mène droite. Au couteau, c'est la même chose. Le gars, il a le couteau, je dis tu te promènes et quand tu as envie, tu te plantes qui tu veux. C'est comme ça que ça se passe dehors. Et donc, on va essayer de se rapprocher, comme les forces spéciales. Qu'est-ce qu'elles font, les forces spéciales? Elles s'entraînent sur un bus, sur un avion, sur un train. Vous voyez ça, ils répètent pour, le jour J, être le plus apte possible à répondre. Eh bien, nous, on doit faire la même chose. Après, n'oubliez pas que la meilleure technique restera la fuite. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis déjà parti. Ça m'est déjà arrivé de partir. Maintenant, comme on est en antenne, je peux pas dire si je suis revenu ou pas. Mais voilà, on peut parfois partir, on peut sentir dans un plan, se dire oula, là je vais y passer. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été touché deux fois par balle, 2 fois par coup de couteau. Donc je sais de quoi je parle, quoi. Je sais ce que c'est. Le gros souci, c'est qu'au départ, au niveau du couteau, on sent pas la douleur, on sent juste le chaud qui coule le long du corps. Et les gens savent que le sang, il est chaud. Et quand vous avez senti du sang chaud qui coule le long de votre jambe ou de votre bras, là, on se rend un peu plus compte, mais surtout, ça nous aide à devenir plus humble. Ça, c'est important. Ça me fait rire. Enfin, toi, Laetitia, on se connaît depuis des années. Je pense pas avoir changé. J'espère, sinon on n'hésite pas à me le dire. Mais on parle d'humilité, on parle que j'ai un gros coup. Je vois pas où j'ai un gros coup, je vois pas là. Si j'ai la chance de plaire aux gens, justement par ma personnalité, par mon savoir et par mon ouverture d'esprit, les gens restent jaloux, il y a beaucoup de jaloux. On vit dans le nouveau monde. Je vais créer d'ailleurs une nouvelle page Facebook qui va s'appeler le combat clavier. Donc la touche F7 c'est high kick, F2 c'est crochet. Parce que maintenant tout le monde se bat sur Internet. Donc tout le monde est le plus fort, c'est le combat clavier. C'est qui critique l'autre. Mais le pire, c'est que dans les gens qui critiquent, 99% sont des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ça, c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. J'ai côtoyé Vanderlei Silva, tu vois, pendant des années. Il est resté champion invaincu pendant des années. Le jour où il a perdu, qu'est-ce qu'on a dit? Il est foutu, il est fini. Fedor, ça a été la même chose avec Fedor. Il a été 7 ans invaincu. Et le jour où il perd, alors ça remet en cause toute son expérience et tout son bagage. Et moi, 15 ans, j'ai fait un combat de MMA que j'ai perdu au point il y a 15 ans. Un domaine qui n'était pas du tout le mien. Il n'y a aucune excuse. Mais les gens remettent la vidéo 15 ans après. Donc 15 ans après, c'est comparé. Alors c'est une comparaison. Moi, on me demande, tiens, pourquoi j'ai laissé la vidéo sur Internet? Je la laisse exprès. Parce que quand je regarde la vidéo et quand je montre la vidéo à mes enfants, j'appelle ça de l'évolution. Tout simplement. On évolue dans la vie et ça, c'est la preuve qu'on évolue. C'est vrai que beaucoup de personnes, malheureusement, ont tendance à se souvenir plutôt des défaites. Malheureusement, on va dire que c'est peut-être une mentalité peut-être un peu plus française. On se souvient de ce qui est pas bon plutôt que de ce qui est bon.
Oui, ben, c'est classique en Belgique et en France. Hein. Voilà, c'est surtout un monde de jaloux. Chacun pense qu'il est le plus fort dans sa discipline. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, ben, ça fait 5 ans maintenant que je suis régulièrement aux États-Unis. Ben, au départ, je me dis, ben, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Qu'est-ce que tu veux que je leur apprenne? C'est un pays de tous les arts martiaux. Mais le problème là-bas, c'est qu'ils ne remettent pas en question le passé. Si tu es arrivé à un certain niveau, c'est que tu as bossé. Point. Dans tous les domaines. Hein. Je parle pas des arts martiaux, dans tous les domaines. Et ça, ben, ça fait du bien parce que ça te permet d'évoluer encore plus et d'avoir envie d'avancer encore plus. Ça, c'est super important. Et moi, ben, mon plaisir, c'est de me retrouver, comme il y a quelques semaines, avec la famille Garcia en Belgique, où je suis un élève avec Alex Mestichan, des champions de boxe, Fred Sinistra, où je lui demande de m'apprendre à mettre une gauche-droite à 48 ans. Montre-moi. J'ai un low kick, par exemple, en rue, j'affectionne le low kick. Et j'ai déjà plié plus d'une personne avec des low kicks dans la rue, mais c'est pas un low kick de champion. Mais il y a 2-3 semaines, j'étais en entraînement avec un champion du monde, poids lourd, Fred Sinistra, ben voilà, je lui ai demandé de m'apprendre le low kick. Voilà. Parce que, ben voilà, je suis pas prof de boxe, il m'a appris à mettre encore mieux mon low kick. Ça, c'est important. Et ça, ben voilà, j'ai mon prof de jiu-jitsu brésilien, M. Derang, mon prof de sol, Frank Bells, mon frère d'armes au couteau, Doug Marcaïda. J'ai mes éléments en lutte. Voilà, je reste un perpétuel. J'ai eu la grande chance, on a fait un stage exceptionnel avec M. Freddy Lepine aussi, un mec exceptionnel du pied-point à Paris. Et voilà, il a appris des choses et j'ai appris des choses. Il y avait Flavio Santiago du sol. On a eu fini la journée et on a passé un super moment et on a chacun appris. Et de là, ben on est, j'aime dire qu'on est plus fort et plus intelligent, pas juste plus fort. Et en même temps, je peux aider les gens à devenir un peu plus intelligents, ben c'est pas plus mal, quoi. Voilà, c'est vrai que voilà, que tu es une personne, il faut le dire, tu es une personne assez humble et assez vraie. Et donc pour toi, tu dis que c'est important du coup de... Il faut pas oublier d'où on vient, Laetitia, désolé, je t'interromps. Faut pas oublier d'où on vient. Il y a quand même beaucoup de personnes qui oublient. Maintenant, les gens me connaissent, savent que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis pas le contraire. J'essaye de m'assagir à 48 ans. On m'a dit que vers 90 ans, ça allait mieux, si je suis encore là. Ben, voilà, faut pas oublier d'où on vient. C'est pour ça que je dis, je reste naturel. Voilà, on a une vieille fermette, voilà, une maison normale. Et voilà, quand on vit toujours dans les strass et les paillettes, on oublie la réalité. C'est vrai. Et ça, c'est super important d'avoir ces vraies valeurs, de faire des bonnes bouffes. Moi, c'est obligatoire. Demain, tu organises un stage pour moi. S'il n'y a pas la bouffe après le stage avec tous les élèves, il n'y a pas de stage. C'est clair et net. Ça fait partie de mes conditions. Il y en a, ils demandent des hôtels 5 étoiles. Moi, je demande la bouffe. Voilà, la bouffe, c'est tous ensemble. C'est là où on se voit. C'est là où on va partager la réalité. C'est pas dans le stage. Le stage, on est là pour un truc bien précis. Mais après, ben, c'est là où moi, je peux me lâcher. Parce que comme tu sais, ben, j'aime bien me déconner. J'aime bien me vivre. La vie est tellement dure. Tu privilégies le côté convivial. C'est vrai. Mais on se bourre la gueule toute l'après-midi dans un stage, c'est bien qu'on puisse boire un pot le soir ensemble, quoi. Je trouve ça quand même plus sympa, quoi. Voilà, et encore une fois, après, quand ils me voient, les gens, comme ils me voient maintenant sur Internet, ils me voient partout sur les réseaux, ils pensent que je suis une star, ils pensent que je voyage sur la Lune, mais c'est pas le cas, Ils donnent mon savoir, et mon plaisir, c'est de rentrer à la maison, dans mon petit jardin avec mes chiens et mes enfants. Ça, c'est la vraie vie. Ça n'a pas de prix. Dis-moi, j'ai une dernière question parce que je sais que tu es assez pressé. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu en es venu à être, du coup, chorégraphe et régleur cascade? T'en es venu par hasard ou par passion? Comment ça s'est passé? À la base, ça a été par hasard, complètement un hasard. C'est mon représentant en France maintenant, qui est aux États-Unis, c'est mon bras droit, mon frère, mon binôme, mon tout, Sébastien Vandenberg. Donc voilà, qui maintenant vit aux États-Unis. Voilà, c'est mon frère d'armes aussi depuis toujours. Et il m'a appelé en 2007 pour me dire, ah tiens, il y a un film sur Paris avec un gars, Liam Neeson, tu connais? Je dis non, je connais pas. Il me dit, ah oui, la liste de Schindler, Star Wars. Je dis non. Ah oui, je vois plus ou moins c'est qui, quoi. Il dit, bah, écoute, il y a un casting, on va aller au casting et puis on va voir. Et là, ils ont été pris. Sébastien, Idé, mes gars de Paris, ils ont été pris directement au casting. Et là, ben, on s'est retrouvés sur le premier Tekken. Donc, voilà comment ça a commencé. Et moi, je suis arrivé là, j'ai réglé les combats au couteau. C'est Sébastien Vandenberg qui a fait le maximum des chorégraphies sous la direction et avec Olivier Schneider, grand monsieur dans le domaine.
grand respect à lui, qui nous a donné la chance et l'opportunité de partager un peu le savoir du SDS. À ce temps-là, ça s'appelait SDS, Syllab Defense System. Et on a commencé un petit peu comme ça, puis Sébastien s'est occupé de tout ça. Il venait chez moi en Belgique pour que je lui monte les chorégraphies, puis il repartait là-bas les proposer. Moi, j'ai préparé un combat ou deux avec le couteau. D'ailleurs, le couteau, à la fin du film, le carambit, c'est la première fois qu'on le voyait, c'est mon carambit qui a été pris pour la production. Et j'ai réglé les scènes du combat sur le bateau, les scènes finales au niveau du combat au couteau, quoi. Et puis ça a commencé comme ça. Et puis en Belgique, là, je suis à une trentaine de films où j'interviens en tant que soit cascadeur, soit régleur cascade, ou coach au niveau des artistes. Et puis là, j'ai fait des grands films, Astérix, La French, et tous ces genres de choses. Là, La French, j'avais la partie belge que mon ami Alain Figlars m'avait donnée. Lui s'occupait d'une partie, et moi je me suis occupé de l'autre partie. Et puis voilà, ça a découlé là-dessus. Là, je suis à une petite trentaine de films. Bon, parce que les gens voulaient quelque chose d'un peu plus réaliste, quoi. Je dis, les coups de poing de Belmondo, on a tous été fans, mais bon, c'est un peu fini, quoi. On peut passer à autre chose, donc, et Jean-Claude, ça a été la même chose. Quand j'ai commencé à bosser pour Jean-Claude, on avait fait Six Boulettes, où là, j'ai mis mon style. Là, c'est moi qui ai fait tout de A à Z, toutes les techniques, tous les combats, et je rajoutais de temps en temps ces coups de pied. Et là, c'est ce qu'il veut refaire ici dans 2 grosses productions préparées, où là, vous allez voir le nouveau style JCVD. Voilà. Et puis, c'est notre passion, quoi. C'est notre passion, de passer des journées. Ça aussi, les gens se rendent pas compte comme c'est dur sur un tournage, hein. C'est des heures d'attente, des heures et des heures. Voilà, il faut attendre que ce soit prêt. On arrive sur le set. C'est des fois 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'attente pour après tourner une demi-heure. Et puis on réattend 2 heures, on attend 3 heures, on recommence, on se prépare, on dort pas. Voilà, c'est une autre expérience, mais encore une fois, c'est un échange avec les gens. C'est passionnant, ça me permet de continuer. Mais là, par contre, je dois ralentir mes mouvements. Ça, c'est Jean-Claude qui m'a appris à le faire. Je dois ralentir mes mouvements et je dois élargir les mouvements, puisque moi, comme c'est du combat corps à corps, avec les mouvements le plus courts possible pour avoir un maximum de vitesse et d'efficacité et de puissance, surtout chez moi, c'est très important. Vitesse, précision, puissance. Avant, quand je faisais du penchak, je mettais 15 coups à la seconde. Sauf que c'était 15 petites touchettes, quoi. À part faire fuir une mouche, je n'avais pas fait grand-chose, quoi, il y a 20 ans. Et puis maintenant, je me base beaucoup plus sur la puissance et faire quelques frappes, mais très puissantes, c'est beaucoup plus efficace que 20 frappes sans puissance. Et du coup, ton plus beau souvenir en film, ça a été lequel? J'en ai plusieurs, parce qu'après, ça dépend de l'artiste, ça dépend de l'acteur aussi. On a fait un super moment quand on a fait la French, parce que il y avait quand même Jean Dujardin, Gilles Lelouch, il y avait quand même Benoît Magimel, Moussa Mascri et tous ces gens-là. C'est quand même des grosses pointures, et là on se rend compte, tous les plus grandes stars sont assez humbles. Après, bien sûr, les gens ne comprennent pas, c'est quand ils ont fait 8 heures, 10 heures sur un plateau de tournage et qu'ils rentrent, ils n'ont pas toujours l'envie de signer 200 autographes à ce moment-là, quoi. C'est là où moi j'interviens. Mais voilà, c'est ce que des fois les gens ont du mal à comprendre, quoi. Et ça, moi je les comprends puisque je suis sur le plateau. Des fois on est avec Jean-Claude, on voyage dans le monde entier, on a 40 heures de voyage, et puis on descend de l'aéroport, il a juste envie de se poser 5 minutes, là, vous voyez, 5 minutes tranquille, et boum, c'est là où on a une horde de fans qui viennent. On dit oui, mais ils sont payés pour ça, ok, mais il y a des moments pour tout, vous voyez. Et moi j'essaie de jauger et de doser ça pour les artistes. Avec Jean-Claude, c'est toujours un plaisir aussi parce que c'est toujours folklorique. Que ce soit la vie privée ou les tournages avec lui, c'est toujours des moments très folkloriques. Donc, c'est des moments sympas. Les visiteurs, on a fait, c'était chouette aussi. Ouais, j'ai fait un peu de tout. Ici, je viens de finir une production super aussi. La Terre et le sang, je vous conseille La Terre et le sang avec Samy Bougila, c'était super gars. C'était vraiment un super moment avec lui. C'était fait par Julien Leclerc. Super tournage, super ambiance sur le plateau. Le directeur est super important aussi. Si vous avez un professionnel comme directeur, c'est lui qui met les acteurs à l'aise, c'est lui qui met tout le monde à l'aise. Voilà, ça a toujours été un plaisir. J'essaie de prendre ça, toujours, comme je dis, moi je suis fan de mes gosses, de mes enfants. Je suis fan de personne d'autre, donc fan, on se comprend. Quand je suis au milieu de tous ces gens-là, je reste naturel, je reste simple, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon boulot. J'essaie de les faire déconner parce qu'après, les plus petits acteurs, eux, se prennent pour des stars. Ça, c'est ce qui est le plus embêtant quand je fais des tournages.
c'est les plus petits qui se prennent pour des stars et qui ont des demandes et des envies parfois plus importantes que les stars. C'est vrai. Après, à côté de ça, au niveau musical, ben voilà, j'ai la chance aussi d'accompagner des grandes stars de la chanson, Gims, ces gens-là, des gens exceptionnels. Là, c'est toujours des moments de vie, des moments sympas. Et ben, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que là, ben, s'il y a un couteau, il faut se mettre devant. Je peux pas partir. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire, voilà. S'il y a une embrouille, j'ai eu malheureusement 2-3 fois le cas dans mes missions. Ben là, on peut pas partir. Le policier qui intervient dans un café, même si je lui enseigne que la meilleure technique, c'est la course à pied, mais une fois qu'il intervient sur une bagarre au couteau, ben, il doit intervenir. Il peut pas partir en courant. J'aimerais, comme je dis, j'aimerais qu'on vive tous dans un monde de bisounours, mais malheureusement, ça sera pas pour maintenant. Tout ce qu'on voit maintenant, la violence gratuite, moi c'est celle-là qui me dépasse le plus, quoi. C'est toute cette violence gratuite maintenant pour rien. Je trouve ça complètement affolant, quoi. Complètement affolant. Après, ben, c'est comme dans tout, vous voyez, moi je suis peut-être Fred Mastron, mais le soir, c'est pas pour ça que je vais me balader dans le Bronx quand je suis à New York, quoi. Donc ça, c'est ce que des gens n'ont pas compris, quoi. Maintenant, l'agression, il n'y a plus d'endroit. L'agression, on peut arriver partout, à tout moment. C'est imprévisible, malheureusement, ouais. Et le problème maintenant, ben, c'est l'arme blanche. Ça fait 10 ans que je le dis. Le couteau, c'est l'arme du futur. Ça fait plus de 10 ans que je le dis. Et c'est exactement ce qui se passe. Les attaques au couteau, j'avais mis un article sur ma page il y a quelques semaines où il y avait il y a une centaine d'attaques au couteau par jour en France, mais elles sont pas recensées. Des petites choses qui ne sont pas recensées ou qui ne passent pas dans les médias. Mais une centaine de personnes par jour, ça fait 3000 personnes par mois. Même si elles ne sont pas mortes, elles sont choquées psychologiquement. Et ça restera à vie. À vie. Et 3000 personnes par mois, ben, j'estime que ces gens-là, pour une grande partie, j'essaie de leur donner des outils pour les aider. Après, ben, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie. Et là, je suis dédié à ça pour le moment. Je sais pas pourquoi, mais je suis dédié à ça. Mais avec l'ouverture d'esprit, avec bosser tous les styles. Quand je donne cours aux forces spéciales, ben, on fait un échange. Le matin, je leur enseigne la main nue ou le couteau, et l'après-midi, bon, apprennent à tirer. Donc c'est aussi un échange, Et je fais la même chose avec tous les styles et toutes les disciplines. Mais je suis le seul problème, pas le problème, c'est que je suis le seul qui le met en pratique parce que tout le monde a le même discours que moi, mais j'en vois peu le faire. Ils veulent tous être ouverts, mais on les voit tous en train de critiquer sur Internet, mettre les vidéos de un, mettre les vidéos de l'autre. Là, j'ai partagé des vidéos de ce qui se passe pour le moment aux États-Unis. Mais j'ai des gars qui ont mis des sourires. Vous imaginez, on parle de mort, mais les gars, ils mettent des sourires en commentaire. Des sourires. Ouais, non, c'est grave, quoi. Et ces gens-là, j'ai juste envie de les plier. J'ai pas envie de discuter. S'il est devant moi, je vais le croquer. Je peux pas avoir une discussion avec un mec qui sourit face à la mort. Vous voyez, quel est l'élément? Que le policier est tort, qu'il soit raciste, qu'il ait tout ça, on s'en fout. C'est un gars qui est mort et qui ne devait pas mourir. Parce qu'un con a mal fait son boulot. Ouais. Bon, après, voilà, la technique là du genou, ben, c'est une technique qui est connue, on l'utilise en penchak, en krav maga, en jiu-jitsu, elle est utilisée dans toutes les disciplines. Sauf qu'on n'apprend pas à son élève à rester 10 minutes sur la carotide, c'est débile. La technique là, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'après, dans les institutions, police et tout ça, on risque d'interdire cette technique, tu vois. C'est ça le gros souci. Et si on interdit cette technique, alors que cette technique-là, pour ramener un menottage ou un contrôle d'individu, elle est juste exceptionnelle. Je l'ai appliquée des dizaines de fois dans ma vie pour contrôler des individus. Mais une fois qu'il est contrôlé, on relâche la pression. C'est comme l'étranglement arrière. Vous savez qu'en Belgique et même aux États-Unis, l'étranglement est interdit. C'est la meilleure technique au monde pour contrôler un individu. C'est l'étranglement. Il n'y a rien de meilleur. C'est ce qui permet de préserver l'intégrité de chacun. Mais elle est interdite dans certaines disciplines parce que trop dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'un ignorant, il a oublié que l'étranglement, il ne faut pas le tenir pendant 3 heures. Vous voyez, ça, c'est clair qu'un étranglement pendant 3 heures, ben oui, la personne va mourir, ou pendant 10 minutes, j'extrapole. Ouais. Mais, voilà. Et ça, malheureusement, en face, ben, c'est quoi? C'est des bureaucrates qui sont assis derrière un bureau et qui n'ont jamais été sur le terrain. La plupart des formateurs, je les critique, la plupart des formateurs police sont des gens qui sont plus sur le terrain. Ça, c'est important. J'en parlais à une des chefs de la police à Bruxelles, qui maintenant va imposer à ses formateurs de retourner sur le terrain 2 jours par mois. J'ai trouvé ça exceptionnel. T'imagines? Voilà. La réalité, elle est sur le terrain, elle n'est pas dans le dojo. Et en retournant là, ben, ils vont se rendre compte de la nouvelle violence. Et ça, c'est super important.
J'ai trouvé ça exceptionnel de sa part. Quand j'ai entendu ça, chapeau bas. Chapeau bas. Mais la plupart des formateurs, ils ont leur style et c'est leur style le meilleur. Mais qui a créé ce style? Qui a validé ces techniques? Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des techniques qui ont été créées il y a 30 ans pour la violente, il y a 30 ans. Elles sont plus d'application. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal. Tout a évolué. Le judo, il y avait des clés de jambes dans le judo, il y avait les clés de genoux, il y avait les clés de nuque. On les a enlevées pour que ça devienne un sport. Puis on a fait le Vale-Tudo aux États-Unis. C'était au Brésil. Sans gants, sans tout ça. Et puis, il faut se renouveler, en fait, pour coller le plus possible à la réalité, quoi. Oui, on le voit maintenant, il y a les combats à poings nus. Tu vois, les combats à poings nus. C'est en train de ressortir maintenant. C'est des combats de boxe anglaise, mais à poings nus. Donc, à poings nus. Et là, on s'est rendu compte que tous les champions de boxe ont passé des sales quarts d'heure et vice-versa. Après, le gars qui travaille à poings nus, quand il a mis des gants face à un vrai boxeur, il s'est fait éclater. Mais ensuite, ils ont enlevé les gants et l'autre a gagné. Donc, il n'y a pas de meilleur style. La bonne technique au bon moment. Ça, c'est super important. Et comme j'aime dire depuis plus de 20 ans, mon ami Eric Benamou, je remercie de m'avoir donné ce dicton 25 ans après. Le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvé. Très beau dicton, ouais. Voilà, on bosse tous ensemble. Et voilà, ils sont toujours tous les plus forts dans leur club. Parce que la plupart de ceux, c'est des sectes, il faut pas se voiler la face. À l'heure d'aujourd'hui, en 2020, il y a des profs qui interdisent à leurs élèves d'aller dans les stages d'autres disciplines. Tu sais ça, en 2020. Ça existe encore. Moi, j'ai des gens, l'autre fois, qui sont venus à mon stage, aux États-Unis, par exemple, de Penchak, d'un autre style, où le gars, à la fin, a demandé de ne pas être sur la photo pour ne pas que son prof voit qu'il est sur la photo avec moi. C'est un peu un manque d'ouverture d'esprit, quoi. Ça, c'est vraiment par rapport plutôt à l'état d'esprit, quoi. C'est dommage. Oui, mais ça, c'est 90%, vraiment bien. Et là, maintenant, j'ai la chance, voilà, moi, je côtoie tous les gens ouverts, que ce soit les gens du MMA, les gens du Krav Maga, voilà, les gens du sol, les gens de tout ça. Après, il y a toujours l'imbécile qui va aller ressortir mon combat d'il y a 15 ans, et dire, voilà, le niveau actuel, quoi. Maintenant, c'est ce qui m'a permis il y a 15 ans, où je pensais que j'étais le plus fort en penchaxilat sur la planète. Quand on revient de là, je suis arrivé, j'ai dit voilà, à partir de maintenant, je vais travailler la boxe, et je vais travailler le sol. Et c'est ce qui m'a permis justement de m'ouvrir. De tous ces profs-là qui critiquent en France, quel prof de penchak a été faire un combat de MMA contre un gars qui a 50 kilos en plus que lui? Personne. Quel prof de Krav Maga? Personne. Quel prof de karaté? Personne. Oui, tu t'es mis en danger, et puis... Et moi, tout le monde m'avait dit, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? J'en ai un compte à régler avec ce jeune homme, et j'étais le régler dans son discipline comme un grand garçon. Mais le combat, je suis parti en courant. Non, j'ai ramassé pendant 10 minutes, et je suis resté debout, je suis arrivé comme un grand garçon, et je suis reparti comme un grand garçon. Et ça prouve pas que je suis le plus fort, mais ça prouve que je suis un guerrier. Et moi, c'est ce message-là que je veux transmettre à mes élèves et à ma famille, à mes enfants. C'est d'être un guerrier. Évoluer sans cesse et se renouveler régulièrement. Voilà, c'est tout. J'ai ramassé là, tu sais, il y a eu le combat samedi, le mardi, je donnais cours. Le mardi, j'étais à ma salle. Quand tu vois tous les champions dans toutes les disciplines qui perdent un championnat du monde, tu les vois plus pendant 6 mois. Sur leur Facebook est coupé pendant 6 mois. Ils sont en dépression, tu le sais. Tu sais très bien, voilà pourquoi je disais que voilà, tu fais preuve pour tout d'ailleurs d'une très grande humilité. Et du coup, écoute Fred, on va te suivre, on va attendre impatiemment ton retour nous sur la côte pour venir d'ailleurs à ta rencontre. Écoute, on va te souhaiter également la concrétisation de tous tes projets, que ça soit au niveau des films, au niveau de tes stages. Et puis, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci en tout cas, Fabrice, merci Laetitia. Merci à toi. Merci à tous ceux qui écouteront tout ça. Voilà, c'est de leur donner envie, respecter les gens, rentrer à la maison, passer des bons moments, ne pas se prendre la tête. Et voilà, le dojo restera toujours le dojo. C'est un outil, il faut travailler tout, il faut utiliser ça comme outil de travail. Parce que le jour où ça arrive, c'est vos tripes qui doivent passer avant la technique. Parce qu'on peut être le meilleur technicien. Voilà, moi j'ai eu des portiers qui ont travaillé avec moi, qui étaient des champions, des grands champions d'arts martiaux. Mais quand ils prenaient un coup de verre dans la tête, t'inquiète pas qu'ils partaient en courant comme tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, et ça c'est de la mentalité. Ça c'est ça qui est super important, c'est de se sortir. On peut dans la rue être piqué au couteau et essayer de partir. Vous voyez, c'est ça moi que j'essaie d'apprendre aux gens. Même si t'es blessé, si t'as pas les éléments pour faire face, alors pars, ne reste pas là.
Et c'est ça que j'essaie de leur donner aux gens. Quand tu te gares, bien souvent, les femmes, c'est une réplique que j'explique souvent pour les femmes, mais Laetitia, ça va certainement te faire sourire. Vous, les femmes, vous êtes championnes du monde. Vous arrivez dans un parking d'un restaurant. Vous allez prendre la première place. Juste, tu vois une place, tu te gares. Je me trompe? Ouais. Juste, voilà. Et ça, c'est le MDS. Tu as compris ce que je vais t'expliquer. Donc moi, je préfère te dire, prends 3 minutes de plus et essaye de trouver une place près de l'entrée, ou sous une lampe, ou sous une caméra, ou près de l'entrée. Tu vois, je dirais un endroit moins dangereux. Parce que quand tu vas ressortir de cette séance de cinéma à 23h, c'est plus la même configuration qu'à 20h quand tu es arrivé. Tout à fait. Et c'est là où le petit voyou, il va t'attendre. Et le voyou, il va t'attendre à ce moment-là. Le voyou, il va pas t'agresser devant la porte d'entrée. Le voyou, il va agresser la femme qui va retourner dans sa voiture qui est loin de l'entrée. Oui, tu vois, ce sont toutes des petites choses comme ça que j'essaie de transmettre aux gens. Et ça, c'est super important. Avec ton sac à main, tu as ton sac à main, eh ben, mets l'argent en liquide dans ta poche et laisse un billet de 20 €, de 50 € dans ton sac. Le gars, il demande ton sac, donne-lui le billet de 20 €. Son but, c'est de te prendre l'argent. C'est pas de te tuer. S'il veut te tuer, il le fera sans te demander ton portefeuille. Et donc, tu lui donnes ce qu'il veut et tout va bien. Et là, ben, tu as plus de chances de rentrer chez toi. Tu sais, les carjacking, je terminerai avec ça, on parlait des carjacking. Tout le monde dit oui, il faut donner ta voiture, il faut pas riposter. Oui, je suis d'accord. J'ai un ami, s'est fait prendre son Audi, il a pris 130 points de suture à la tête. 130 points de suture. Il s'est fait défoncer à coups de crosse. Et il me dit, Fred, je ne comprends pas. Je l'ai donné ma voiture. Tu comprends? Il l'a donné. Il s'est pas rebellé. Mais on vit dans ce monde, sans oublier que comme pour les terroristes, c'est un sujet qu'on n'aura pas le temps, comme pour les terroristes, il faut arrêter de me dire que c'est des courageux. Ce sont juste des grands lâches qui ont besoin de substances et de drogues pour être courageux, tous ces gens-là. Soyez attentifs à tout ça, soyez attentifs à ça, regardez ce qui se passe autour de vous et ça peut éviter 50% des conflits. Voilà, quand j'étais jeune, mais bien sûr que je changeais pas de trottoir. À l'heure actuelle, je change de trottoir, c'est pas un souci. Parce que là, si tu viens me chercher, là, crois-moi bien que je vais survivre, que je vais pas combattre. Mais à côté de ça, essayez de respecter tout le monde, essayez de vivre bien, profitez de votre famille, parce que la vie est courte, la santé est courte. Et on s'est rendu compte encore avec ce qui se passe là, avec cette saloperie de virus, on est rien sur cette terre. Donc, peace, love, et faites ce que vous avez à faire si on vous agresse. Merci beaucoup Fred, on te remercie et voilà, on terminera que la réalité rattrape malheureusement la fiction. C'est possible et ça arrive. Voilà. Malheureusement. Je vous embrasse tous, bon courage à tous. Merci beaucoup. À très très vite sur la Côte d'Azur. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. FLP Radio. FLP Radio. Conseil, la terre et le sens, avec Samy Bougila, c'était super gars. C'était vraiment un super moment avec lui. C'était fait par Julien Leclerc. Super tournage, super ambiance sur le plateau. Le directeur est super important aussi. Si vous avez un professionnel comme directeur, c'est lui qui met les acteurs à l'aise, c'est lui qui met tout le monde à l'aise. Voilà, ça a toujours été un plaisir. J'essaie de prendre ça, toujours, comme je dis, moi je suis fan de mes gosses, de mes enfants. Voilà, je suis fan de personne d'autre, donc une femme, on se comprend. Quand je suis au milieu de tous ces gens-là, je reste naturel, je reste simple, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon boulot. J'essaie de les faire déconner, parce qu'après, les plus petits acteurs, eux, se prennent pour des stars. Ça, c'est ce qui est le plus embêtant quand je fais des tournages. C'est les plus petits qui se prennent pour des stars et qui ont des demandes et des envies parfois plus importantes que les stars. C'est vrai. Après, à côté de ça, au niveau musical, voilà, j'ai la chance aussi d'accompagner des grandes stars de la chanson, Gims, ces gens-là, des gens exceptionnels.
Là, c'est toujours des moments de vie, des moments sympas. Et c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que là, s'il y a un couteau, il faut se mettre devant. Je peux pas partir. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Voilà. S'il y a une embrouille, j'ai eu malheureusement 2-3 fois le cas dans mes missions. Là, on peut pas partir. Le policier qui intervient dans un café, même si je lui enseigne que la meilleure technique, c'est la course à pied, mais une fois qu'il intervient sur une bagarre au couteau, il doit intervenir. Il peut pas partir en courant. J'aimerais, comme je dis, j'aimerais qu'on vive tous dans un monde de bisounours, mais malheureusement, ça sera pas pour maintenant. Tout ce qu'on voit maintenant, la violence gratuite, moi c'est celle-là qui me dépasse le plus, quoi. C'est toute cette violence gratuite maintenant pour rien. Je trouve ça complètement affolant, quoi. Complètement affolant. Après, c'est comme dans tout, vous voyez, moi je suis peut-être Fred Mastron, mais le soir, c'est pas pour ça que je vais me balader dans le Bronx quand je suis à New York, quoi. Donc ça, c'est ce que des gens n'ont pas compris, quoi. Maintenant, l'agression, il n'y a plus d'endroit. L'agression, on peut arriver partout, à tout moment. C'est imprévisible, malheureusement, ouais. Et le problème maintenant, c'est l'arme blanche. Ça fait 10 ans que je le dis. Le couteau, c'est l'arme du futur. Ça fait plus de 10 ans que je le dis. Et c'est exactement ce qui se passe, les attaques au couteau. J'avais mis un article sur ma page il y a quelques semaines où il y avait il y a une centaine d'attaques au couteau par jour en France, mais elles ne sont pas recensées. Des petites choses qui ne sont pas recensées ou qui ne passent pas dans les médias. Mais une centaine de personnes par jour, ça fait 3000 personnes par mois. Même si elles ne sont pas mortes, elles sont choquées psychologiquement. Et ça restera à vie. À vie. Et 3000 personnes par mois, j'estime que ces gens-là, pour une grande partie, j'essaie de leur donner des outils pour les aider. Après, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie. Et là, je suis dédié à ça pour le moment. Je sais pas pourquoi, mais je suis dédié à ça. Mais avec l'ouverture d'esprit, avec bosser tous les styles. Quand je donne cours aux forces spéciales, on fait un échange. Le matin, je leur enseigne la main nue ou le couteau, et l'après-midi, apprennent à tirer. Donc c'est aussi un échange, Et je fais la même chose avec tous les styles et toutes les disciplines. Mais je suis le seul problème, pas le problème, c'est que je suis le seul qui le met en pratique parce que tout le monde a le même discours que moi, mais j'en vois peu le faire. Ils veulent tous être ouverts, mais on les voit tous en train de critiquer sur Internet, mettre les vidéos de un, mettre les vidéos de l'autre. Là, j'ai partagé des vidéos de ce qui se passe pour le moment aux États-Unis. J'ai des gars qui ont mis des sourires. Vous imaginez, on parle de mort, mais les gars, ils mettent des sourires en commentaire. Des sourires. Ouais, non, c'est grave, quoi. Et ces gens-là, j'ai juste envie de les plier. J'ai pas envie de discuter. S'il est devant moi, je vais le croquer. Je peux pas avoir une discussion avec un mec qui sourit face à la mort. Vous voyez, quel est l'élément? Que le policier ait tort, qu'il soit raciste, qu'il ait tout ça, on s'en fout. C'est un gars qui est mort et qui ne devait pas mourir. Parce qu'un con a mal fait son boulot. Ouais. Bon, après, la technique là du genou, c'est une technique qui est connue, on l'utilise en penchak, en krav maga, en jiu-jitsu, elle est utilisée dans toutes les disciplines. Sauf qu'on n'apprend pas à son élève à rester 10 minutes sur la carotide, c'est débile. La technique là, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'après, dans les institutions, police et tout ça, on risque d'interdire cette technique, tu vois. C'est ça le gros souci. Et si on interdit cette technique, alors que cette technique-là, pour ramener un menottage ou un contrôle d'individu, elle est juste exceptionnelle. Je l'ai appliquée des dizaines de fois dans ma vie pour contrôler des individus. Mais une fois qu'il est contrôlé, on relâche la pression. C'est comme l'étranglement arrière. Vous savez qu'en Belgique et même aux États-Unis, l'étranglement est interdit. C'est la meilleure technique au monde pour contrôler un individu. C'est l'étranglement. Il n'y a rien de meilleur. C'est ce qui permet de préserver l'intégrité de chacun. Mais elle est interdite dans certaines disciplines parce que trop dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'un ignorant, il a oublié que l'étranglement, il ne faut pas le tenir pendant 3 heures. Vous voyez, ça, c'est clair qu'un étranglement pendant 3 heures, oui, la personne va mourir, ou pendant 10 minutes, j'extrapole. Ouais. Mais, voilà. Et ça, malheureusement, en face, c'est quoi? C'est des bureaucrates qui sont assis derrière un bureau et qui n'ont jamais été sur le terrain. La plupart des formateurs, je les critique, la plupart des formateurs police sont des gens qui sont plus sur le terrain. Ça, c'est important. J'en parlais à une des chefs de la police à Bruxelles, qui maintenant va imposer à ses formateurs de retourner sur le terrain 2 jours par mois. J'ai trouvé ça exceptionnel. T'imagines? Voilà. La réalité, elle est sur le terrain, elle n'est pas dans le dojo. Et en retournant là, ils vont se rendre compte de la nouvelle violence. Et ça, c'est super important. J'ai trouvé ça exceptionnel de sa part. Quand j'ai entendu ça, chapeau bas. Chapeau bas. Mais la plupart des formateurs, ils ont leur style. Et c'est leur style le meilleur. Mais qui a créé ce style? Qui a validé ces techniques? Vous voyez tu vois ce que je veux dire? Ce sont des techniques qui ont été créées il y a 30 ans pour la violence. Il y a 30 ans. Elles sont plus d'application.
Et ça, c'est ce que les gens ont du mal. Tout a évolué. Le judo, il y avait des clés de jambes dans le judo, il y avait les clés de genoux, il y avait les clés de nuque. On les a enlevées pour que ça devienne un sport. Puis on a fait le vale-tudo aux États-Unis. C'était au Brésil. Sans gants, sans tout ça. Et puis, il faut se renouveler, en fait, pour coller le plus possible à la réalité, quoi. Oui, on le voit maintenant. Il y a les combats à poings nus. Tu vois, les combats à poings nus. C'est en train de ressortir maintenant. C'est des combats de boxe anglaise, mais à poings nus. Donc, à poings nus. Et là, on s'est rendu compte que tous les champions de boxe ont passé des sales quarts d'heure et vice-versa. Après, le gars qui travaille à poings nus, quand il a mis des gants face à un vrai boxeur, il s'est fait éclater. Mais ensuite, ils ont enlevé les gants et l'autre a gagné. Donc, il n'y a pas de meilleur style. La bonne technique au bon moment. Ça, c'est super important. Et comme j'aime dire depuis plus de 20 ans, mon ami Eric Benamou, je remercie de m'avoir donné ce dicton 25 ans après. Le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvé. Très beau dicton, ouais. Voilà, on bosse tous ensemble. Et voilà, ils sont toujours tous les plus forts dans leur club. Parce que la plupart de choses, c'est des sectes, il faut pas se voiler la face. À l'heure d'aujourd'hui, en 2020, il y a des profs qui interdisent à leurs élèves d'aller dans les stages d'autres disciplines. Tu sais ça, en 2020. Ça existe encore. Moi, j'ai des gens, l'autre fois, qui sont venus à mon stage, aux États-Unis, par exemple, de Penchak, d'un autre style, où le gars, à la fin, a demandé de ne pas être sur la photo pour ne pas que son prof voit qu'il est sur la photo avec moi. C'est un peu un manque d'ouverture d'esprit, quoi. Ça, c'est vraiment par rapport plutôt à l'état d'esprit, quoi. C'est dommage. Oui, mais ça, c'est 90%, crois-moi bien. Et là, maintenant, j'ai la chance, voilà, moi, je côtoie tous les gens ouverts, que ce soit les gens du MMA, les gens du Krav Maga, voilà, les gens du sol, les gens de tout ça. Après, il y a toujours l'imbécile qui va aller ressortir mon combat d'il y a 15 ans, et dire, voilà, le niveau actuel, quoi. Maintenant, c'est ce qui m'a permis il y a 15 ans, où je pensais que j'étais le plus fort en penchak silat sur la planète. Et quand on revient de là, je suis arrivé, j'ai dit voilà, à partir de maintenant, je vais travailler la boxe et je vais travailler le sol. Et c'est ce qui m'a permis justement de m'ouvrir. Et tous ces profs-là qui critiquent en France, quel prof de penchak a été faire un combat de MMA contre un gars qui a 50 kilos en plus que lui? Personne. Quel prof de Krav Maga? Personne. Quel prof de karaté? Personne. Oui, tu t'es mis en danger et puis... Et moi, tout le monde m'avait dit, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? J'en ai un compte à régler avec ce jeune homme, et j'étais le régler dans son discipline comme un grand garçon. Mais le combat, je suis parti en courant. Non, j'ai ramassé pendant 10 minutes, et je suis resté debout, je suis arrivé comme un grand garçon, et je suis reparti comme un grand garçon. Et ça prouve pas que je suis le plus fort, mais ça prouve que je suis un guerrier. Et moi, c'est ce message-là que je veux transmettre à mes élèves et à ma famille, à mes enfants. C'est d'être un guerrier. Évoluer sans cesse et se renouveler régulièrement. Voilà, c'est tout. J'ai ramassé là, tu sais, il y a le combat samedi, le mardi, je donnais cours. Hein. Le mardi, j'étais à ma salle. Hein. Quand tu vois tous les champions dans toutes les disciplines qui perdent un championnat du monde, tu les vois plus pendant 6 mois. Hein. Sur leur Facebook est coupé pendant 6 mois. Hein. Ils sont en dépression, tu le sais. Hein. Tu sais très bien, voilà pourquoi je disais que voilà, tu fais preuve pour tout d'ailleurs d'une très grande humilité. Et du coup, écoute Fred, on va te suivre, on va attendre impatiemment ton retour nous sur la côte pour venir d'ailleurs à ta rencontre. Écoute, on va te souhaiter également la concrétisation de tous tes projets, que ça soit au niveau des films, au niveau de tes stages. Et puis, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci en tout cas, Fabrice. Merci Laetitia. Merci à toi. Merci à tous ceux qui écouteront tout ça. Voilà, c'est de leur donner envie. Respecter les gens, rentrer à la maison, passer des bons moments, ne pas se prendre la tête. Et voilà, le dojo restera toujours le dojo. C'est un outil, il faut travailler tout, il faut utiliser ça comme outil de travail. Parce que le jour où ça arrive, c'est votre trip qui doivent passer avant la technique. Parce qu'on peut être le meilleur technicien. Voilà, moi j'ai eu des portiers qui ont travaillé avec moi, qui étaient des champions, des grands champions d'arts martiaux. Mais quand ils prenaient un coup de verre dans la tête, t'inquiète pas qu'ils partaient en courant comme tout le monde, quoi. Voilà, et ça c'est de la mentalité, ça c'est ça qui est super important, c'est de se sortir. On peut dans la rue être piqué au couteau et essayer de partir. Vous voyez, c'est ça moi que j'essaie d'apprendre aux gens. Même si t'es blessé, si t'as pas les éléments pour faire face, alors pars, ne reste pas là. Et c'est ça que j'essaie de leur donner aux gens. Quand tu te gares, bien souvent, les femmes, c'est une réplique que j'explique souvent pour les femmes, mais Laetitia, ça va certainement te faire sourire. Vous, les femmes, vous êtes championnes du monde. Vous arrivez dans un parking d'un restaurant. Vous allez prendre la première place. Juste, tu vois une place, tu te gares. Je me trompe? Ouais. Juste, voilà. Et ça, c'est le MDS.
Tu as compris ce que je vais t'expliquer. Donc moi, je préfère te dire, prends 3 minutes de plus et essaye de trouver une place près de l'entrée, ou sous une lampe, ou sous une caméra, ou près de l'entrée. Tu vois, tu me dirais un endroit moins dangereux. Parce que quand tu vas ressortir de cette séance de cinéma à 23h, c'est plus la même configuration qu'à 20h quand tu es arrivé. Tout à fait. Et c'est là où le petit voyou, il va t'attendre. Et le voyou, il va t'attendre à ce moment-là. Le voyou, il va pas t'agresser devant la porte d'entrée. Le voyou, il va agresser la femme qui va retourner dans sa voiture qui est loin de l'entrée. Oui, tu vois, ce sont toutes des petites choses comme ça que j'essaie de transmettre aux gens. Et ça, c'est super important. Avec ton sac à main, tu as ton sac à main, eh ben, mets l'argent en liquide dans ta poche et laisse un billet de 20 €, de 50 € dans ton sac. Le gars, il demande ton sac, donne-lui le billet de 20 €. Son but, c'est de te prendre l'argent. C'est pas de te tuer. S'il veut te tuer, il le fera sans te demander ton portefeuille. Et donc, tu lui donnes ce qu'il veut et tout va bien. Et là, ben, t'as plus de chances de rentrer chez toi. Tu sais, les carjacking, je terminerai avec ça, on parlait des carjacking. Tout le monde dit oui, il faut donner ta voiture, il faut pas riposter. Oui, je suis d'accord. J'ai un ami, s'est fait prendre son Audi, il a pris 130 points de suture à la tête. 130 points de suture. Il s'est fait défoncer à coups de crosse. Et il me dit, Fred, je ne comprends pas. Je l'ai donné ma voiture. Tu comprends? Il a donné. Il s'est pas rebellé. Mais on vit dans ce monde, sans oublier que comme pour les terroristes, c'est un sujet qu'on n'aura pas le temps, comme pour les terroristes, il faut arrêter de me dire que c'est des courageux. Ce sont juste des grands lâches qui ont besoin de substances et de drogues pour être courageux, tous ces gens-là. Soyez attentifs à tout ça, soyez attentifs à ça, regardez ce qui se passe autour de vous et ça peut éviter 50% des conflits. Voilà, quand j'étais jeune, mais bien sûr que je changeais pas de trottoir. À l'heure actuelle, je change de trottoir, c'est pas un souci. Parce que là, si tu viens me chercher, là, crois-moi bien que je vais survivre, que je vais pas combattre. Mais à côté de ça, essayez de respecter tout le monde, essayez de vivre bien, profitez de votre famille, parce que la vie est courte, la santé est courte. Et on s'est rendu compte encore avec ce qui se passe là, avec cette saloperie de virus, on est rien sur cette terre. Donc, peace, love.